Bonjour à tous et à toutes. Je vais donc aborder le thème de la vulnérabilité dans le cadre des rapports locatifs, c'est-à-dire la vulnérabilité des locataires et des propriétaires privés face à la crise sanitaire. On le sait en soi, la notion de vulnérabilité peut paraître, on va dire, comme un concept étant flou, hein, puisqu'il s'agit d'une notion qui n'est juridiquement définie par aucun texte. En soi, si le Code civil, on peut pas le nier, euh, tend à la protection des personnes, hein, c'est-à-dire que c'est un droit protecteur des incapables, majeurs et mineurs. Et si le droit pénal n'est pas en reste, hein, en sanctionnant euh, par des infractions autonomes, hein, des abus de vulnérabilité, hein, on pense notamment à l'abus de faiblesse ou encore le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger ou aussi tout un bon nombre d'infractions où la vulnérabilité apparaît comme une circonstance aggravante, hein, qu'il s'agisse d'infractions contre les personnes ou contre les biens. Hein, on peut penser au meurtre, aux violences sexuelles, aux violences de manière générale, à l'escroquerie, l'abus de confiance, etc. Et même le code pénal, des fois, va retenir la vulnérabilité comme un élément constitutif même de l'infraction. Par exemple, c'est le cas en matière de discrimination. Ni le code civil, ni le code pénal, et qui d'ailleurs vise le plus souvent une particulière vulnérabilité, pas seulement la vulnérabilité, en soi, ces codes ne définissent pas ce qu'est la notion de vulnérabilité. Donc on sait juste que le code pénal, s'il ne définit pas la notion de vulnérabilité, en réalité, on peut considérer qu'à la lecture de ces textes, il envisage comme étant l'état d'une personne victime de l'infraction, un état particulier, hein, puisque, grosso modo, le plus souvent, il doit s'agir d'un état qui découle de l'âge, de la maladie, de l'infirmité, de la déficience physique ou psychologique, voire l'état de grossesse de la victime. Et le code pénal ne prend pas en compte qu'on va dire un état particulier physique, il va prendre aussi en compte un état économique, hein, c'est-à-dire que l'infraction ne va pas toujours exiger que la particulière vulnérabilité découle d'un état physique ou psychologique de la personne, mais parfois il va considérer qu'elle peut résulter de la précarité, de la situation économique ou sociale de la victime. C'est par exemple le cas en matière de violence sexuelle ou même en matière de discrimination qui vise la seule situation économique de la victime. Ceci dit, en soi, si le code pénal reconnaît la vulnérabilité économique ou sociale, il ne précise pas plus ce que c'est que la vulnérabilité économique ou sociale, et les travaux préparatoires sur les textes, hein, qui ont introduit ces notions, essentiellement les textes donc de la loi de 6 août 2012 qui est relative au harcèlement sexuel et celle du 24 juin 2016 qui est relative à la discrimination en raison de la précarité sociale, nous fournissent guère plus d'indications sur ces notions, et tout juste on arrive à déterminer qu'en réalité ces deux notions qui souvent en fait apparaissent entremêlées renvoient à l'état de personnes en réalité en situation précaire, c'est-à-dire à des personnes qui sont fragiles ou fragilisées, et il en ressort que cette précarité peut découler ou s'aggraver en raison de la conjoncture actuelle. Et c'est en cela que, il ne fait pas de doute que la crise sanitaire de 2019, liée à la Covid-19, fragilise certaines personnes, et en matière de logement, en matière de location, l'inquiétude, finalement, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas un risque de décrochage économique et social qui va impacter leur lieu de vie. Autrement dit, est-ce qu'on risque pas d'avoir une certaine catégorie de personnes qui risquent de se retrouver dans les capacités de régler leur loyer et à terme de se retrouver expulsables et donc sans logement, voire même sans locaux d'activité. Puisque, en réalité, parmi les diverses mesures qui ont été prises par le gouvernement et le législateur, donc depuis la première période de crise sanitaire, on va dire, les premières mesures sont réellement apparues avec la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 2019. On se rend compte que ces diverses mesures ne concernent pas
peu le locataire dans le cadre de son logement, mais on s'est attardé aussi quelque part à la protection du locataire dans le cadre de son activité. Donc, on va dire que les rapports locatifs privés, de manière globale, sont impactés par la crise sanitaire en raison du risque accru d'impayés des loyers, mais pas seulement sous l'angle de logement. Il a été pris en compte les locaux d'activité, puisqu'un petit peu l'idée, si vous voulez, c'était de dire que bon ben tout est lié, c'est-à-dire que si les entreprises ne peuvent plus exercer, si les entreprises ne peuvent plus de ce fait payer leur loyer, par la suite perdre leurs locaux et ne peuvent plus exploiter, ça risque de mettre des gens en situation précaire, en situation difficile, et qui, par ricochet, ne pourront plus honorer leur loyer et donc se retrouveront en difficulté dans leur logement. Donc on regarde des textes qui ont été pris. Si on analyse, on se rend compte qu'il y a trois séries de mesures qui ont été prises et que ça ne concerne pas forcément que le logement. Bien sûr, il y a une mesure phare qui a été relayée largement par les médias. Bon, c'est de protéger le locataire déjà en place, qui est fragilisé, c'est-à-dire qui en réalité est expulsable. Et donc, cette protection, elle s'est faite par la possibilité d'étendre la période, ce qu'on appelle la trêve hivernale. Donc on a étendu la période de protection des locataires expulsables. Une deuxième série de mesures a consisté à suspendre les actions qui visent à sanctionner les défauts de paiement durant la période de protection sanitaire. Là, on le verra, on va dire, des mesures qui sont génériques, qui concernent, on va dire, tous les rapports contractuels, mais aussi spécifiques à l'entreprise. Et surtout, une dernière série de mesures, la troisième série de mesures, en réalité, là, c'est attardé essentiellement aux propriétaires, puisque l'idée, c'est d'inciter fiscalement les propriétaires bailleurs à abandonner de même la poursuite des loyers, donc par incitation fiscale. Donc il y a trois mesures, on va dire, trois séries de mesures. L'une qui vise à maintenir dans les lieux le locataire d'un logement qui est expulsable. La deuxième qui a été destinée à suspendre des actions qui visent à sanctionner les défauts de paiement de loyer et charges. Et la troisième série de mesures, c'est inciter les propriétaires bailleurs à abandonner la poursuite des loyers. Alors en ce qui concerne le maintien dans les lieux des locataires expulsables, donc il s'agit ici de protéger les locataires qui sont en situation d'expulsion. L'idée c'est de ne pas les fragiliser davantage dans une période où l'accès au logement forcément n'était pas des plus aisés, et notamment pendant le premier confinement, pour ce qui est organiser les visites, les déménagements, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et donc, il a semblé opportun d'étendre la période de trêve hivernale. En réalité, ce qui a été analysé aussi, c'est que si on étend la période de la trêve hivernale, ça risque de mettre à mal certains propriétaires, et donc il a été pensé aussi un dispositif d'indemnisation du bailleur dans ce cadre-là. Alors pour ce qui est de l'extinction de la trêve hivernale, en soi, cette extinction, elle a pour conséquence de prolonger la période suspendant les expulsions, mais aussi les coupures, on va dire, d'énergie, de fluide énergétique. En effet, la prolongation de la période de suspension des expulsions, on le sait, désormais c'est ancré dans le code de procédure civile d'exécution. Il est prévu qu'on va surseoir à statuer à toute mesure d'expulsion du 1er novembre au 31 mars. Donc du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, par principe. C'est ce qu'on appelle la fameuse trêve hivernale. Et donc une ordonnance du 25 mars 2020, la 331, elle a prolongé cette période protectrice de la trêve hivernale jusqu'au 31 mai 2020. Puis la loi du 11 mai 2020 l'avait encore étendue jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
cette, on va dire, mesure protectrice qui a été prise pour la période de la première période d'urgence sanitaire a été étendue aussi en 2021 jusqu'au 30 mai 2021. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mesure protectrice va concerner uniquement les locataires d'un logement à usage d'habitation principale, d'accord. Donc les squatteurs vont pas en bénéficier, les partenaires pacsés ou concubins ou époux violents, bon, qui, on va dire, sont expulsés du domicile familial par une ordonnance du juge d'affaires matrimoniales dans le cadre d'une ordonnance de protection, de même que l'époux expulsé, on va dire, du domicile conjugal par le juge dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation d'une procédure de divorce ne seront pas protégés. Mais donc, comme on l'a vu, l'extension de la période de protection du locataire, quelque part, peut être source de nuisance pour le propriétaire, puisque généralement, quand on est dans le cadre d'une expulsion, les loyers, non seulement il y a un arriéré qui n'a pas été régularisé, mais en plus il y a l'encours qui n'est généralement pas payé non plus. Et donc, s'appuyant notamment sur le rapport prévenir les expulsions locatives tout en protégeant les propriétaires et anticipant les conséquences de la crise sanitaire, donc du député de Moulins de décembre 2020. Donc la ministre Emmanuelle Vargon avait énoncé en février 2021 des mesures exceptionnelles pour accompagner justement les plus précaires sortie de trêve hivernale. Et donc l'idée c'était d'échelonner avec le concours de la force publique les expulsions pour maintenir au maximum les personnes dans le logement, proposer systématiquement une solution de relogement aux locataires expulsés, mais aussi d'indemniser systématiquement les bailleurs. Donc la période d'extension de protection contre les expulsions, donc de l'extension de la trêve hivernale, c'est accompagné pour les bailleurs d'une possibilité d'indemnisation, on va dire, plutôt systématique, puisque bon, l'article 153 du Code de procédure civile d'exécution prévoit déjà que l'État doit prêter son concours à l'exécution des jugements et des titres exécutoires, et que le refus de l'État de prêter son concours, prêter le concours de la force publique, ouvre droit à réparation. Et le bailleur peut dans ce cadre introduire donc un recours contre l'État pour voir sa responsabilité engagée et solliciter une indemnisation du préjudice subi. Bon, donc la volonté politique dans ce cadre-là, c'est de généraliser l'indemnisation systématique du bailleur dans le cadre donc des expulsions qui n'ont pas été prononcées en raison de la crise sanitaire. Bon, il faut savoir aussi que en complément de la protection contre les expulsions, donc quand il y a une donc trêve hivernale, par principe, on va dire sur la même lignée temporelle du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'énergie, donc d'électricité, chaleur, gaz, peuvent pas résilier le contrat pour non-paiement, pour non-paiement donc des factures, dès lors qu'il s'agit d'un logement qui héberge des personnes ou des familles. On va dire que la seule possibilité pour les fournisseurs d'énergie, en tout cas d'électricité, c'est de réduire la puissance. Cette protection, elle s'est calquée sur la trêve hivernale protégeant l'expulsion, puisque l'ordonnance 331 du 25 mars 2020 et l'ordonnance 141 du 2 février de 2020 calqué cette suspension des sanctions de non-paiement des fluides énergétiques sur la protection liée à la trêve hivernale. Voilà, donc la première, on va dire, série de mesures, c'est vraiment de laisser dans le logement les personnes qui sont expulsables, et comme je vous l'ai dit, cela correspond aussi à une certaine logique
de logistique quelque part, hein, puisque en raison des confinements, c'est compliqué de déménager, de se reloger. Et la deuxième série de mesures aussi, qui a été prise, hein, et qui correspond à la suspension des actions pour défaut de paiement des loyers et charges, se comprend aussi dans un intérêt pragmatique, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que les principaux textes sont issus de la première période de confinement, hein, vu que les juridictions étaient fermées, que le pays était paralysé, c'était compliqué de pouvoir exercer ses droits. C'est pourquoi l'ordonnance donc du 25 mars 2020 et la 306, l'ordonnance donc 2020-306 du 25 mars 2020, maintes fois modifiée, hein, a créé une période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin pour proroger des délais et adapter des procédures durant cette période qu'on a appelée juridiquement protégée. Donc comme je vous l'ai dit, ceci se comprend parce que les juridictions n'étaient pas accessibles. Donc d'une manière générale, donc l'article 4 de l'ordonnance de 306 va suspendre les actions contractuelles et les astreintes. Donc l'idée, c'est de suspendre l'application des astreintes et des clauses pénales durant la période protégée. Et elle a aussi visé à suspendre et reporter les effets des délais qui ont été expirés durant la période protégée. Grosso modo, si vous voulez, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires, ainsi que les clauses qui prévoyaient des déchéances, dès lors qu'elles avaient pour l'objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans les délais déterminés, elles sont réputées ne pas avoir pris cours ou ne pas avoir produit effet si le délai a expiré pendant la période protégée. Et donc ça concerne bien entendu au premier chef les non-paiements des loyers et charges. Donc on ne pouvait pas, si vous voulez, pour faire simple, commencer à engager des poursuites ou faire exécuter des sanctions contractuelles, notamment en matière de bail commercial dans le cadre de cette période de protégée. Et l'idée c'est que si le débiteur n'avait pas exécuté son obligation, donc le débiteur locataire, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses donc résolutoires, pénales, etc. peuvent reprendre effet, est reporté d'une durée calculée après la fin de la période donc qui a été protégée, égale au temps écoulé. Voilà, entre on va dire d'une part le 12 mars 2020 où ça a été plus tardive la date à laquelle l'obligation était née, et d'autre part la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. Dans le même ordre d'idée, l'ordonnance, l'article 5 de l'ordonnance a prévu la possibilité de prolonger les délais de résiliation des contrats. Donc si vous voulez, lorsqu'un contrat ne peut être résilié que durant une période déterminée ou est renouvelé en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, l'ordonnance va prolonger ce délai et cette période si ça expire durant la période protégée, le texte précise 2 mois après la fin de cette période, soit jusqu'au 23 août 2020. Donc en réalité, là, qu'est-ce qui est concerné? Il était concerné les congés pouvant être donnés dans le cadre d'un bail. Et d'ailleurs, la direction des affaires civiles et du Sceau avait, à propos du bail d'habitation, précisé que le délai de préavis devait s'analyser en un délai à rebours de protection, donc ne pouvant pas être raccourci. Et donc, elle en concluait que la reprise du bien par le bailleur ne pouvait être donc effective que 6 mois après la réception du congé par le locataire. Donc là, l'idée, c'était de pas sanctionner le fait que les congés n'avaient pas été délivrés durant la période juridiquement protégée, et pour le coup jusqu'au 23 août 2020, puisqu'on avait rajouté 2 mois par rapport à la période, on va dire, générique de protection. L'ordonnance article 2 aussi avait prévu une prolongation des délais d'exercice des actes de procédure pendant la période protégée, tout ce qui était délai finalement de prescription qui
qui arrivaient à terme, à échéance durant cette période, étaient prolongées euh, jusqu'au 30 juin, puisque si le délai initial pour agir était de 7 jours et que là devait être accompli entre le 12 mars et le 23 juin, donc on avait repoussé pour exercer jusqu'au 30 juin. Et si le délai était supérieur à 2 mois, l'acte devait être accompli le 22 août 2020 au plus tard. Donc en réalité, c'était pour permettre un certain nombre d'exercices d'action qui n'auraient pas pu être intentés, pour pas être déchus de ces droits d'agir, hein, tout ce qui concerne les recours, les actions en nullité, etc., en forclusion, inopposabilité, si vous voulez. Donc l'idée, c'était vraiment de pas figer de manière définitive pour le propriétaire, le plus souvent qui n'avait pas agi dans les délais, de se retrouver privé de ces possibilités d'agir, ou pour les parties de pouvoir exercer les droits de recours. Donc, si vous voulez, ces mesures-là, elles sont génériques, hein, elles s'appliquent à tous les contrats. Elles ne visaient pas que les rapports locatifs, donc propriétaire, locataire, bailleur, preneur. L'idée, c'était vraiment de dire, puisque pendant la première période de confinement, le pays était bloqué, on pouvait pas agir, donc il a fallu tenir compte de ces circonstances particulières. Donc ce sont des mesures en ce sens protectrices, puisqu'on va pas pouvoir agir durant cette période contre les locataires qui étaient en défaut de paiement, mais elles se comprennent vraiment par un souci de logique tout simplement pragmatique. Mais par contre, dans le cadre des mesures qui visaient à suspendre les sanctions pour défaut de paiement et de paiement de loyer et charges, il y a vraiment eu des textes qui ont été spécifiquement prises pour protéger finalement cette fois le locataire et plus exactement les entreprises, puisque outre donc ce qu'on a vu, hein, tout ce qui concernait les suspensions des actions contre le non-paiement des loyers et charges d'une manière générale, les entreprises ont bénéficié de suspensions, de sanctions. C'est vraiment de textes spécifiques, hein, et ça concerne non seulement le non-paiement des loyers et charges, mais ça concerne aussi le non-paiement des fluides, un peu à l'instar des personnes physiques, hein, des personnes particulières qui louaient un logement à titre de résidence principale dans le cadre de l'extension de la période de la trêve hivernale. Donc en ce qui concerne les mesures relatives aux loyers et charges, on a deux textes qui sont intervenus, hein. Il y avait l'ordonnance donc 2020-316 hein, sur la première période de confinement, puis après on a eu notre mesure, hein, donc l'ordonnance du 14 novembre 2020, donc l'ordonnance 2020-1379 visant à protéger les entreprises affectées par les mesures sanitaires. Donc l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 a prévu un régime particulier, mais de protection des très petites entreprises, hein, puisque elle a interdit l'application des pénalités financières ou des intérêts de retard, les dommages et intérêts, astreintes, exécution des clauses résolutoires, des clauses pénales, et d'une manière générale, toute clause prévoyant une échéance, l'activation des garanties, des cautions, voilà, donc toute l'application de ces sanctions, en raison d'un défaut de paiement de loyer ou de charges locatives afférent donc aux locaux professionnels et commerciaux, est interdit durant la période donc du 12 mars 2020 au 9 septembre de 2020. Donc bien sûr, hein, le décret est venu préciser quelles étaient les personnes qui étaient concernées. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'était les personnes physiques ou morales. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'entreprise de droit privé, qui finalement remplissaient les conditions et les critères définis pour bénéficier du fonds de solidarité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de protection des TPE, des très petites entreprises. Donc voilà, donc l'idée c'était de prévoir une suspension sur cette période des actions contre les TPE en raison du non-paiement des loyers ou des charges locatives.
Et c'est un petit peu ce mécanisme qui a été repris par l'article 14 de la loi du 14 novembre de 2020, qui a autorisé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. À la différence que, bon, ben là, ça visait pas forcément les seuls TPE, mais de manière générale, toute entreprise affectée par les mesures sanitaires, que ce texte va s'appliquer donc aux personnes, physiques ou morales de droit privé, qui vont exercer une activité économique qui a été affectée par une mesure de police administrative, donc prise en application de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Bon, en substance, l'idée, voilà, c'était de protéger les entreprises qui ont vu leur ouverture au public réglementée, restreinte, voire carrément interdite. Et c'était un décret du 30 décembre 2020 qui était venu déterminer quels étaient les critères d'éligibilité par rapport au chiffre d'affaires, aux effectifs, donc au nombre de salariés, du seuil aussi de perte de chiffre d'affaires, pour déterminer la possibilité de bénéficier ou pas du dispositif. Donc là ici, à la différence du texte précédent où vraiment la période de protection était bornée, bah ici le délai de protection n'a pas été uniformisé puisqu'il dépend de la durée de la mesure administrative applicable à l'entreprise concernée. Donc c'est pour ça que le texte prévoit que la période de protection va jusqu'à un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse, donc l'activité des entreprises cesse d'être affectée par la police de mesures administratives, donc de réglementation de l'accès au public ou d'interdiction tout simplement d'ouvrir au public. Et donc le texte, l'article 14 nous dit que durant cette période de protection, les entreprises ne peuvent pas encourir d'intérêts, de pénalités, de toute autre sanction financière ou voie d'exécution forcée à leur encontre, et de manière générale encourir toute sanction, pour retard ou non paiement des loyers ou des charges locatives qui sont afférents aux locaux professionnels et commerciaux où l'activité est exercée. D'accord. Et à côté de ça, bien entendu, les sûretés réelles, personnelles, garantissant les loyers et charges, ne peuvent pas être mis en œuvre, et de manière générale, le bailleur ne peut pas exercer de mesures conservatoires. Le texte en soi, il nous dit que ces mesures de protection, c'est-à-dire de suspension des actions, ne font pas obstacle à la compensation. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on voit sur ces mesures? Ces mesures visent à protéger donc le locataire, on va dire entrepreneur, qui exploite dans un local une activité professionnelle ou commerciale, mais donc dans l'esprit des pouvoirs publics, les loyers sont dus, puisqu'il prévoit seulement des suspensions, on va dire, d'action, et il autorise aussi la compensation, donc dans le cadre où éventuellement le propriétaire devrait une somme X d'argent au locataire. On pourrait penser par exemple suite à une régularisation des charges qui aurait été effectuée. Donc là, à terme, ce qui risque peut-être se poser devant les juridictions et arriver jusqu'à la Cour de cassation, c'est tout le débat de savoir est-ce que le bailleur satisfaisait ou pas à son obligation de délivrance du local, est-ce que le locataire peut invoquer la force majeure, etc., etc. On verra un petit peu comment se prononceront les juridictions et notamment la Cour suprême, puisque aujourd'hui, effectivement, on a en pratique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu des demandes de locataires, pas forcément de demander à ne plus payer le loyer, mais le plus souvent à demander un étalement, un échelonnement du loyer qui a été dû pour la période pendant laquelle il ne pouvait pas exploiter, puisqu'il faut quand même se souvenir que par d'autres mesures, les entreprises ont pu bénéficier le plus souvent d'aide, donc de rentrée de fonds permettant, pour la plupart d'entre elles, d'honorer les paiements des loyers. Et donc, on va dire que il y aura certainement un contentieux nourri
qui va être amené à être publié au fur et à mesure. Bon, ben, pour savoir si on pourrait invoquer l'obligation de délivrance respectée par le bailleur ou non, est-ce qu'on pourrait invoquer la force majeure ou non pour le locataire. Enfin bon, voilà, tout ça sera à suivre avec intérêt, puisque on verra bien un petit peu comment évoluera la jurisprudence. Hein, ça risque aussi d'être au cas par cas, selon on va dire, le contenu, la teneur des baux, comme c'est un petit peu le cas en matière d'indemnisation par les assurances, puisque certaines juridictions considéraient que les clauses du contrat d'assurance comprenaient dans leur garantie perte d'exploitation les risques de pandémie. Bon voilà, donc, tout ça sera à suivre. En tout cas, on voit que le bailleur, finalement, dans cet aspect-là des choses, bon, mais là, il est contraint, on lui impose de ne pas poursuivre. On lui dit, voilà, les poursuites doivent être suspendues. Bon, par contre, on lui interdit pas d'exercer des recours pour non-paiement des loyers en raison de la crise sanitaire. Par contre, et là c'est la troisième série de mesures, on l'incite à abandonner les loyers, d'abandonner la poursuite des loyers non payés des entreprises. Voilà. Et donc, deux séries de mesures ont été prises pour inciter les bailleurs à renoncer à réclamer les loyers des entreprises. Bon, ben la première, c'est de rendre les loyers tout simplement qui ont été abandonnés non imposables. Et la seconde, c'est, bon, ben, dans le cas d'abandon de loyer, d'instituer un crédit d'impôt. En ce qui concerne les loyers, donc des entreprises qui ont été abandonnées par le bailleur et de les rendre non imposables, bon, en fait, il faut juste savoir et comprendre que dans le cadre de la réglementation actuelle fiscale, le bailleur peut être imposé sur la base des loyers qu'il n'a pas encaissés, dès lors, si vous voulez, qu'il n'a pas fait le job de bailleur, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas accompli les démarches nécessaires pour recouvrer les loyers qui sont dus. Donc l'idée, c'est de dire pour le fisc, bon, ben, ok, il n'a pas encaissé le loyer, le locataire n'a pas payé le loyer, mais le bailleur n'a pas entrepris les démarches pour récupérer les loyers, donc ben, j'intègre dans sa base d'imposition les loyers qu'il n'a pas encaissés, mais qu'il aurait pu encaisser s'il avait poursuivi le paiement. Voilà, pour faire simple. Bon, ben, toutefois, en raison de la crise sanitaire, donc la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, la loi de finances donc numéro 2020-473 du 25 avril 2020, son article 3, a prévu un dispositif qui va inciter les bailleurs à abandonner les créances de loyer, sur la période du 15 avril au 31 décembre de 2020, tout simplement en n'intégrant pas ces loyers non recouvrés dans la base d'imposition. Et là, peu importe que le bailleur relève du régime de l'imposition sur les revenus fonciers, hein, donc finalement sur l'impôt sur les revenus, ou des BIC, bénéfices industriels commerciaux, ou des BNC, des bénéfices non commerciaux. Et ce mécanisme a été reconduit jusqu'au 30 juin 2021 par la loi de finances pour 2021. Et à côté donc de cette possibilité donc de renoncer au loyer des entreprises et de ne pas l'intégrer dans la base d'imposition du propriétaire, un crédit d'impôt a été créé, un crédit d'impôt pour l'abandon des loyers tertiaires. Et donc c'est l'article 20 de la loi de finances pour 2021 qui a créé ce crédit d'impôt en précisant un certain nombre de critères, hein, conditions liées au bailleur. Voilà, bon, pour l'essentiel, peu importe que le bailleur soit une personne physique ou une personne morale, l'idée c'est qu'il doit abandonner ou renoncer au plus tard donc le 31 décembre 2021, donc à la fin de l'année, les loyers qui ont été échus au titre du mois de novembre de 2020 pour les locaux qui sont situés en France. Et pour en bénéficier, bien entendu, encore faut-il que le locataire soit dans des locaux finalement qui relèvent des activités tout
simplement ont été contraintes à fermer. Hein. Voilà, par exemple, on peut citer les activités des agences de voyage, les cafétérias, voilà, les débits de boissons, etc. Voilà, toutes les certain nombre, donc il était listé d'entreprises qui ne pouvaient pas ouvrir. Hein. Les plus connus, bien entendu, sont outre les discothèques, c'est la restauration. Donc, en fonction d'un certain nombre de critères aussi, hein, d'effectifs, hein, et de ne pas être en difficulté, on va dire ne pas faire l'objet d'une procédure collective. Bon ben, et dès lors que c'est pas le locataire des membres de la famille, pour faire simple, du bailleur, le crédit d'impôt peut s'appliquer aux propriétaires. Et l'idée, c'est que ce crédit d'impôt, donc, par contre, ne sera pas à 100% de la somme totale des abandons ou renonciations des loyers, mais seulement à 50%. Voilà, ça c'est le principe. Avec toutefois, lorsque l'entreprise locataire du local a un effectif de 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon ou de la renonciation par le bailleur, donc du local au titre d'un mois, est retenu dans les limites des 2/3 du montant du loyer prévu au bail. Donc après il y a un plafond, hein, si vous voulez, le montant de l'abandon de créance, donnant lieu donc à ce crédit d'impôt, donc va bénéficier, si vous voulez, chaque entreprise locataire, voilà, ne va pas excéder 800 000 euros. Voilà, donc voilà, l'idée, c'est par ce biais, ce mécanisme-là, d'inciter finalement le propriétaire à renoncer à ses loyers, et en contrepartie, bon, on lui accorde un crédit d'impôt de la moitié, pour faire simple, de l'abandon de sa créance. Donc, comme on le voit, donc globalement, l'idée de ces mesures, hein, si on analyse bien profondément, c'est quoi? C'est de ne pas finalement générer une vulnérabilité, donc des personnes déjà vulnérables, hein, c'est-à-dire les personnes, on a vu, qui sont expulsables, les personnes physiques expulsables, mais aussi de ne pas fragiliser, de ne pas rendre vulnérables les entreprises, pour éviter par ricochet justement de rendre vulnérables les personnes physiques. Bon, ceci se passe comprendre parce que bon, finalement, qui dit survie des entreprises dit survie des emplois, qui dit survie des emplois dit protection des ménages, qui dit protection des ménages dit paiement des loyers des locataires, et donc on va dire sécurisation du lieu de vie, du logement. Mais pour certains, les mesures adoptées n'allaient pas forcément assez loin, et donc par exemple la proposition de loi d'urgence visant à apporter une réponse solidaire et juste face à la crise, proposait le versement d'un complément d'aide au logement de 100 euros à tous les bénéficiaires, bon, jusqu'à un délai de 3 mois après la sortie de la crise sanitaire. Toujours est-il que, en réalité, aujourd'hui, on va dire qu'on est encore un peu dedans, on est encore un petit peu dans les mesures, protection de la crise, dans la crise sanitaire, puisque bon, on n'est pas encore totalement sorti des mesures restrictives, notamment pour encore certains secteurs d'activité. Donc il est encore un peu tôt pour tirer des constats, analyser les conséquences, on va dire, sanitaires réelles qu'elles ont pu avoir sur l'impact économique, sur l'impact sur les locations des logements, sur les locations des locaux d'activité. On sent quand même que il y a des comportements qui commencent à évoluer, hein, par rapport à la recherche du logement et des locaux d'activité. Les logements, bon, on sait bien qu'aujourd'hui, on va dire, un extérieur est privilégié. C'est en gros terrain ou balcon ou terrasse. Alors, que ce soit aussi bien dans la location que dans l'achat d'ailleurs. Et pour l'immobilier tertiaire, bon, maintenant, on
on se rend compte qu'il va falloir intégrer un petit peu l'impact du télétravail, puisque du coup ça a mis un coup de boost aux entreprises, aux employeurs, pour développer cette manière nouvelle de travailler. Et donc s'il y a moins de personnel dans les bureaux, il y a peut-être besoin de moins de surface. Et on a même aujourd'hui des promoteurs qui intègrent l'idée du télétravail dans la nouvelle conception de plans, tout simplement de logement, en réservant un espace dédié justement à la possibilité de travailler à la maison. Il faudra aussi analyser les conséquences de la crise sur les agences immobilières, puisque ça n'a pas forcément toujours été simple, puisque la période du premier confinement, toute activité était interdite. Après, c'était sur le confinement, ce que j'appelle 2 et 3, c'était pas forcément très clair, avec la possibilité, surtout sur le troisième, de faire visiter, mais uniquement pour de la résidence principale, donc pas pour les locaux d'activité, pas pour la résidence secondaire, avec l'idée générale que c'était fermé au public sur les deuxième et troisième confinements, mais qu'il y avait possibilité de travailler et développer le télétravail. Donc en réalité, de manière générale, on peut dire que l'activité des agences immobilières n'était pas au maximum, ça c'est clair. Et il faudra voir si elle a des répercussions et si finalement la crise sanitaire n'a pas créé pour certaines activités, même si certaines ont été sous perfusion d'aide, des vulnérabilités dans certains secteurs, et il faudra analyser un petit peu le nombre de pertes sèches tout simplement commerçants, artisans et de manière générale entrepreneurs euh, par secteur et peut-être aussi par zone géographique. Ça peut être intéressant de voir comment certains secteurs ont pu être plus impactés que d'autres économiquement. Voilà donc ce que je pouvais dire sur ce sujet passionnant. Et bien, je vous remercie de m'avoir écouté.